Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On est certainement très nombreux à avoir suivi le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton lundi soir dernier. Vous savez, ces deux se luttent âprement pour être président ou présidente des États-Unis. Et donc, une rencontre qui a tourné à l'avantage de la candidate à la présidence. Du moins pour l'instant, il reste encore deux autres débats, les 9 et 19 octobre prochains, donc rien n'est joué encore. Maintenant, est-ce que l'opposition est davantage entre un parti démocrate et son pendant républicain, ou bien la fracture incarnée par Donald Trump serait plus profonde que cela? Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale et chroniqueur à cette émission Chroniqueur hebdomadaire. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. J'arrive à dire Simon-Pierre Savard-Tremblay maintenant sans trébucher, c'est déjà un net progrès. Donc, vous allez laisser tomber le SPST. Ça dépend, si j'ai 1000 choses à vous raconter, on passera à SPST. Si j'ai rien à vous dire, je dirais Simon-Pierre Savard-Tremblay, ça remplit du temps. Donc, il faut jamais parler de l'URSS avec vous, ça veut dire. Sinon, ça va être une Union des républiques socialistes soviétiques. Je fais partie d'ailleurs du mouvement, c'est du MAS, mouvement anti-sigle. Ah oui, oui, vous êtes de cette école-là. Vous avez vu le débat? Absolument. Alors, vous avez votre popcorn et votre coke en même temps? Écoutez, plusieurs l'ont sorti. Hein. On nous disait que c'était probablement le débat le plus regardé, le plus suivi. Peut-être pas de tous les temps, mais en tout cas des dernières années. Oui. Ben, dans l'Antiquité romaine, on suit pas mal aussi, non? Oui, bien sûr. Mais on pouvait mal l'évaluer à l'époque, disons. C'est juste, vous avez raison. Pouvait mal évaluer les connexions sur Facebook. Alors, votre impression à chaud? Alors, écoutez, impression à chaud, je veux pas nécessairement embarquer dans qui a remporté le débat, qui l'a perdu. C'était deux styles complètement différents. Probablement que Mme Clinton était davantage préparée, plus posée avec des chiffres, tandis que Donald Trump a voulu se fier à son instinct, dit-on. Il a également... Et puis c'est d'ailleurs pas certain qu'il va apprendre de son erreur, pas certain, connaissant le tempérament du type, qu'il va se dire, en sortant de là, je vais mieux me préparer la prochaine fois. Peut-être pas son genre d'admettre qu'il a échoué sur ce plan-là. Sauf si les sondages le montrent perdant, cette fois-ci il retombe dans les sondages, il va peut-être... Il va devoir se ressaisir, ça c'est certain. Mais bon, écoutez, ça c'est à suivre au niveau tactique, parce que vous savez, de débat en débat des élections présidentielles, nous voyons le Parti démocrate qui gagne, qui a des propositions alléchantes pour les ouvriers qui sont floués, qui gagne, et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils appliquent le programme de Wall Street. Oui, presque automatiquement depuis... Et voilà. Et côté républicain? Côté républicain, on s'appuie sur les valeurs morales du peuple du Sud, on gagne grâce au peuple du Sud, et une fois au pouvoir, on applique le programme de Wall Street. Le peuple du Sud et du Midwest aussi, non? Le Midwest, c'est le vote républicain en général, hein? Sauf... Et puis, donc, ces deux partis-là, en apparence très différents, parce que c'est la logique même de la société du spectacle, comme l'appelait Guy Debord, c'est la logique même de nous donner l'impression qu'on offre des produits différents aux consommateurs, aux électeurs. On va les appeler comme ça. Les électeurs, c'est vrai qu'on les appelle encore comme ça. Un mot sur Guy Debord. Oui. Guy Debord, écoutez, penseur, poète à ses heures, français, qui a connu son heure de gloire dans les années 60 avec un livre qui s'appelait « La société du spectacle ». Ah, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Il y a quand même une différence. Trump s'est quand même distingué... Voilà, justement. Cette élection-ci, ça a l'air différent. Non, ne me devancez pas, Simon-Pierre. D'accord, je suis désolé. On a un peu de temps. Mais lui était contre la guerre en Irak, et vraiment ouvertement contre. Oui, bon... Il y a quand même des choses qui disent... Il n'était pas républicain à l'époque, je pense. Non? Il était un peu partout. Il a changé parfois. De toute façon, il était en affaires. Ce n'était pas un politicien. Voilà, c'est ça. Évidemment, les démocrates ont essayé de jouer sur des mots, sur des choses qu'il aurait dit dans le passé, qui laissaient entendre qu'il était peut-être pas si contre qu'il le prétendait. Ouais. Mais il y a néanmoins une dominante de commentaires contre la guerre en Irak dès 2003 et dès 2004. Trump aussi n'est pas de la mouture classique du Parti républicain. Ils étaient très gênés de sa candidature. Oui. Puis il faut dire qu'il incarne un phénomène tellement contemporain qui est un narcissisme à l'extrême. Hein, tout centré sur soi-même, une espèce d'égocentrisme qui est érigé en politique. Pas nécessairement de la forme de Justin Trudeau, là, pas nécessairement les photos sur la plage en bedaine. On n'est pas tout à fait dans cet ordre-là. Mais ça demeure néanmoins, je suis riche, je suis bon, j'ai tout réussi. Et puis... Simon-Pierre, tous les politiciens à ce niveau-là doivent avoir une carapace de narcissisme. Oui, mais dans son cas, ça va quand même, ça outrepasse quand même les limites jusqu'à date communément admises. Là. Et il y a des chances qu'on se rende avec ça à un nouveau modèle de politicien qui va peut-être se diffuser
dans le monde. Pensez-vous donc que Trump est un je ne sais pas le mot d'avant-garde, c'est un phénomène avant-coureur, je voulais dire, de cette nouvelle mouture de politiciens? Il y a des chances. Il y a des chances, si ça fonctionne, bien sûr. Parce que vous le savez, par exemple, le modèle Justin Trudeau, qui a fonctionné, il fait des petits. On va voir si le modèle Trump fonctionne. Et après, les écoles de sciences politiques, les écoles de communication vont dire « ça a fonctionné ». Ça va être montré en exemple de modèle qui a fonctionné. Mais par contre, même si ça fonctionne, je suis pas convaincu que quiconque peut être Justin Trudeau ou quiconque peut être Donald Trump. La foudre ne retombe jamais au même endroit deux fois. Faudrait-il se rappeler. C'est pas parce que ça a fonctionné une fois. Puis ça, d'ailleurs, regardez le modèle de la dernière élection fédérale. Thomas Mulcair essayait d'utiliser le modèle de Jack Layton, être le bon gars, celui avec qui on veut se retrouver au pub, avec qui on veut prendre une bière. Il s'est même renommé Tom sur ses affiches. Ça a été l'échec. Oui, donc c'est évidemment qu'il y a les circonstances, il y a les dynamiques, il y a la personnalité propre du candidat ou de la candidate qui font que, évidemment, que l'histoire ne se répète pas aussi intégralement. Absolument. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on a déjà pris pas mal de hauteur, prenons-en un peu plus. Faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Oui, la chute va être difficile après. Et vous parliez on était en train de décortiquer un texte de votre blog du Journal de Montréal. Oui, tout à fait, oui. Qui vous a réintégré, je pense, non? Ça fait un mois que vous y êtes maintenant? Oui, disons, c'est mon 3e texte, en fait, à date. Merveilleux. Il y a une fracture autrement plus importante que démocrates républicains, c'est la fracture de la pauvreté et de la richesse aux États-Unis. Oui, et qui nous montre bien d'ailleurs que le débat n'est plus gauche-droite, que cette chose est complètement dépassée, et qu'il oppose plutôt des peuples enracinés, des peuples avec leurs valeurs, des peuples qui veulent survivre, parce qu'on en est rendu là dans le cas de plusieurs Américains, versus des élites mondialisées, des élites apatrides, qui cherchent à tourner la page sur le peuple réel. Mais là, vous, Simon-Pierre, vous parlez de tous les peuples, à tout le moins d'Occident, et on peut même dire du monde entier. Carrément. Absolument. Et puis, je voudrais quand même vous donner une citation d'un essayiste américain qui s'appelle Thomas Frank. Et vivant encore? Vivant encore, qui vient de la gauche, précisons-le. Il écrit même, il collabore parfois en France avec le monde diplomatique. Donc, pas tout à fait un réactionnaire. Pas très à droite, non. Voilà. Fait, non. Alors, lui s'était posé la question en 2008 dans un livre remarquable, un livre événement qui s'appelait « Pourquoi les pauvres votent à droite », qui se questionnait pourquoi les anciens bastions... Communistes? Pas aux États-Unis quand même. Ah, non, pourquoi les anciens bastions du syndicalisme américain, évidemment. Qui étaient des bastions démocrates, sont désormais rendus à voter pour George W. Bush? Se posait-il la question. Et la réponse? Citation intéressante, il nous dit « C'est le monde des affaires qui... » Évidemment, je ne prétends pas que la citation résume l'ensemble du livre, je le précise, c'est un livre remarquable qui est à lire, mais elle est quand même porteuse de quelque chose. C'est le monde des affaires qui, depuis les plateaux de télévision et toujours sur le ton hystérique de l'insurrection culturelle, s'adresse à nous, choquant les gens simples, humiliant les croyants, corrompant les traditions et fracassant le patriarcat. C'est à cause de la nouvelle économie et de son culte pour la nouveauté et la créativité que nos banquiers se gargarisent d'être des révolutionnaires et que nos courtiers en bourse prétendent que la détention d'actions est une arme anticonformiste qui nous fait entrer dans le millénaire rock'n'roll. Autrement dit, ce que Thomas Frank nous disait, c'est qu'aujourd'hui, et quand je vous dis que la fracture n'est plus gauche-droite, que la polarisation n'est plus entre la gauche et la droite, c'est qu'aujourd'hui, pour justifier véritablement une économie néolibérale, une économie de droite, il faut une révolution culturelle de gauche. Comme un habillage? Ce que Thomas Frank appelait version américaine de ce qu'on appelle la gauche caviar en France, les progressistes en limousine. Donc Hillary Clinton, pour vous et pour lui, est très certainement de cette gauche en limousine. Eh bien, absolument. Elle est la candidate de Wall Street. On a juste à regarder les dons qui pleuvent sur sa campagne, qui proviennent des milieux bancaires et financiers. Et artistiques aussi. Oui, voilà. Mais bon, et ils sont riches. Et certains artistes sont très riches là-bas. Et en revanche... Oui. En revanche, Donald Trump a un programme un peu particulier par rapport à l'économie. Alors, son programme est très simple, en fait, non? Il est très simple, mais d'ailleurs, ces coupures d'impôts, oui, ça va servir les plus riches, ça c'est indéniable. Là-dessus... Mais il veut aussi taxer les riches, je pense, non? Certains.
Alors là, oui. Il propose des coupures de taxes sur les big business, comme il l'appelle, et les small business. Le small aussi. Hein? Le small aussi. D'accord. Donc, là-dessus, coupure de taxes au niveau des entreprises. D'accord. Ceci étant, dans ce pays où 10% des plus riches, les 10% les plus riches contrôlent 70% de la richesse, tandis que 80% de la population américaine vit dans une situation précaire, donc pauvre ou en passe de le devenir. Ça m'étonne, ça. Oui. 80%, c'est du monde. C'est selon l'agence Associated Press, donc qui a mené ses recherches là-dessus. Oui, oui. Alors, pour Trump, le libre-échange est la cause de ces fuites d'emplois et la cause de cette précarité. Il tape sur le même clou que Bernie Sanders par rapport à plusieurs swing states, comme on les appelle. Ce sont ces États qui peuvent garantir la victoire. Floride, la Pennsylvanie, oui. Alors, il nous dit, évidemment, c'est le Mexique, c'est la Chine qui, à cause du libre-échange, nous a volé des industries, nous a volé des jobs. Et avec la complicité tacite des élites financières, économiques états-uniennes. Et voilà. Trump nous dit, évalue dans les 15 dernières années le nombre de fermetures d'usines à 60 000. Ce qui n'est pas rien. Hein? Non, en effet. C'est pas petit. On est à l'ère du capitalisme financiarisé, débridé, spéculatif, où des milliers d'emplois peuvent se régler en une transaction en ligne. Mais c'est intéressant que Trump dise tout cela, alors que lui est à la tête d'un empire. Lui n'avait qu'appuyé sur un bouton pour renvoyer 1000 personnes. Et qui a même dit, a joué ce jeu lors de la crise financière de 2008, qui a même dit « je vais en profiter ». Il s'est fait remettre ça sur le nez au dernier débat. Il a dit « This is called business, by the way ». Ou quelque chose comme ça. Bon, ben alors, il peut très bien se faire dire ça aussi par les gens de Wall Street. Absolument. Sauf que lui, par exemple, maintenant, il est en politique, il revêt de nouveaux habits. Est-il sincère? Est-ce que c'est opportuniste? On ne le sait pas. Oui. C'est-il au contraire conscientisé depuis qu'il est en politique? C'est autre chose aussi. Pierre-Carl Pelado le disait aussi. Il disait « J'ai été homme d'affaires, maintenant je suis en politique. C'est normal que mon discours ne soit pas le même. » On va lui laisser le bénéfice du doute. On peut laisser... Mais il propose d'augmenter l'impôt sur les fonds spéculatifs, de même que sur les plus riches. C'est une idée qui a cours en Europe déjà. Absolument. Mais plus intéressant encore, il propose le retour de la loi Glass-Steagall. Qu'est-ce que cette loi? Oui. Alors, c'est une loi des années 30, en pleine crise financière, en pleine crise qui était à la fois boursière, bancaire, économique, qui était sur tous les plans, qui alors séparait les activités entre les banques traditionnelles et les banques d'affaires. Oui. Autrement dit, on disait l'épargne du petit, les avoirs du petit épargnant, donc du petit peuple qui place son argent là, ne seront pas menacés par la spéculation des banques d'affaires. Donc moi, je mets de l'argent dans une banque, elle n'aura pas, grâce à cette loi Glass-Steagall des années 30, la banque où je mets mon argent ne peut pas l'utiliser à des fins de spéculation. Où vous mettiez. Parce qu'en 1999, c'est l'administration de devinez qui, Bill Clinton, qui a aboli la loi. Un homme de gauche. Oui, voilà. Permettant donc la fusion, désormais, entre ces banques, la fusion entre ces activités bancaires-là. Récapitulons, Simon-Pierre Savard-Tremblay, l'opposition aux États-Unis, en Occident et dans le monde entier maintenant, de plus en plus, n'est plus entre droite et gauche, mais entre élite et peuple? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est entre l'idéologie de la mondialisation avec tout ce qu'elle implique et l'enracinement populaire, l'enracinement national, la croyance que les leviers politiques traditionnels pourraient toujours, si tant est que nous les sortions de leur impuissance, être la meilleure réponse aux problèmes contemporains plutôt que de les donner à des leviers supranationaux ou à des commissions d'experts, bref, à tout ce qui échappe au contrôle politique. Alors, est-ce qu'on ne va pas justement ressusciter la bête noire des gens d'élite maintenant, le nationalisme, puisque les peuples auront été exacerbés, déracinés, disqualifiés. Il y a même, je crois que c'est Alden Bloom, un penseur états-unien, l'âme des armées, hein, The Closing of the American Mind, avait dit que ou c'est un autre qui avait dit qu'on ne parlait plus de peuple, on parlait de masse. Est-ce que ce sont les peuples qui vont se soulever ou les masses qui vont se soulever? C'est un peu plus inquiétant. Écoutez, on pourrait aussi dire à l'inverse, pour contester cette vision des choses, nous pourrions aussi citer Christopher Lasch,
Ah, vous l'aimez bien, lui? Oui, tout à fait. Sociologue états-unien. Il est mort il n'y a pas longtemps, je pense, non? Début des années 90. Qui avait dit, alors, à l'époque, que ce n'était pas de la révolte des masses que viendrait la menace aux traditions civilisatrices en Occident, mais de la révolte des élites. C'est quand même une belle leçon parce que le temps lui aura amplement donné raison. Mais non, c'est la révolte des masses qui va l'emporter, c'est pas la révolte des élites. Oui, mais pas la destruction de la civilisation. La destruction de la civilisation, comme la citation de Thomas Frank tout à l'heure, ça nous montre que ça vient bel et bien des élites qui essayent de tout chambarder, d'amener une révolution culturelle au service d'une révolution économique qui va détruire tous les repères au profit du seul grand capital supranational. Donc, Simon-Pierre Sabbat-Tremblay, Bernie Sanders, qui était l'opposant de Hillary Clinton à la tête pour diriger, pour être le représentant, le candidat du Parti démocrate, est beaucoup plus près de Donald Trump, puisque ce n'est plus l'opposition droite-gauche qui vaut, mais l'opposition élite-peuple. Alors, vous diriez ça au micro aux États-Unis que Trump serait sans doute beaucoup plus content que Bernie Sanders. Oui, alors justement, venons-en là. Trump a l'air d'un homme fort. Il y a un côté Vladimir Poutine, d'ailleurs, il s'aime bien les deux, il s'en cache pas du reste. Oui. Est-ce que Trump n'est pas un peu l'objet du désir inavoué de beaucoup de monde dans le peuple? Ben, on n'ose pas trop le dire, mais beaucoup de gens disent « Oui, mais il est tellement infréquentable, mais... » Oui, il aime bien jouer, je pense, à l'homme du peuple comme ça un peu. À justement ce retour à une masculinité qui est assumée. Exactement. Puis ça, vous êtes davantage expert que moi sur la question de la... C'est une question qui m'occupe beaucoup, oui. Vous avez écrit combien de livres là-dessus? Deux? Oui, 2. Alors, il y en a d'autres qui viendront. Mais justement, beaucoup de gens se disent en secret dans le placard, oui, Trump, c'est le modèle qu'il faut, nos sociétés se délitent, etc. Il faut un homme fort à la tête, etc. Même si Clinton connaît beaucoup mieux ce dossier, ça fait 30 ans qu'elle est dans le boulot. Elle a ses contacts, elle a une connaissance qui n'a rien à voir avec le peu que Trump peut savoir. Absolument. Mais la plupart des gens fantasment, j'imagine, en solo sur Trump. Oui, parce que rendu là, on quitte le seul terrain de la réflexion. Oui. On est rendu sur le sentiment, à bien des égards. Autrement dit, on est floué par les mêmes gens depuis toujours. On a envie de leur donner une claque. On a envie qu'ils le ressentent. On a envie de leur donner cette leçon-là. Trump représente justement ce recadrage mondial du débat. Puis d'ailleurs, on lui colle l'étiquette de populiste aujourd'hui. Donc, comme si, regardez, aujourd'hui, c'est l'étiquette la plus infamante, comme fasciste, comme nazi, comme raciste, comme xénophobe, comme tout ça. Bref, comme si c'était une maladie mentale. Oui. Trump, d'ailleurs, c'est comme à l'époque quand on comparait avec Hitler. Hein? C'est rendu ça, là. À ce point. Reductio ad Hitlerum, comme on dit. Oui, ben maintenant, c'est Reductio ad Trumpus, ou je sais pas. Non, ça prend un accusatif. Trumpum. Pardon. Désolé. Vous y allez au nominatif. Je ne me prends pas pour Bernard Landry. Bon, écoutez, vous devriez. Mais même si j'ai fait du latin aussi. Vous en avez fait du latin? Oui, absolument. C'est parfait, ça. Et puis, donc... pour finir, oui. Maintenant, Trump est donc cette étiquette qu'on colle à peu près tout, comme si c'était le renouveau du fascisme. On entend les bottes la nuit, ce sont les chemises brunes, c'est l'homme blanc frustré qui revient. Puis... Et tout le monde revient aux années 30. Oui. Hein? Il n'y a pas eu d'autres soulèvements, il n'y a pas eu d'autres révoltes, c'est les années 30 qui reviennent. Absolument. C'est les années 30 qui reviennent. Et ce que je trouve dommage, parce qu'il représente ce recadrage du débat mondial qui quitte le terrain illusoire de la gauche et de la droite pour embrasser celui du peuple contre l'idéologie de la mondialisation, ces élites, cette clique financière, bancaire qui a le contrôle désormais, qui a confisqué la démocratie, ben, je trouve dommage que ça vienne, d'un personnage qui a aussi peu d'envergure que Donald Trump, parce que je suis pas convaincu qu'il sache véritablement ce qu'il incarne lui-même. Mais le changement vient toujours d'un délinquant. Oui, bien sûr. C'est pas les gens rationnels qui vont opérer le changement. Bien sûr, mais je crains qu'il brûle cette carte qui est si nécessaire à jouer d'une part. Ensuite, il faut le dire, il a des idées loufoques et même dangereuses sur plusieurs questions. Et troisièmement, ça demeure le Parti républicain, une institution permanente de l'espace public américain. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va véritablement en venir à être mis en place, ou c'est quelques propositions audacieuses sur les accords commerciaux, par exemple, à propos de Wall Street, est-ce que ça va avoir été seulement au final que des tactiques électorales? Ce serait bien dommage, ce serait rajouter encore plus de cynisme, et ça ne serait pas sans rappeler un certain Yes Weekend.
des dernières années. Bon, ben écoutez, là-dessus, on va se quitter. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci infiniment pour ces propos. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, JPT. On peut également lire votre texte sur le Journal de Montréal. Vous avez un blog. Maintenant, c'est le 3e texte. On a qu'à taper très facilement Simon-Pierre Savard-Tremblay, le Journal de Montréal. Ça prend 2 minutes à faire et puis on a votre texte. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, accueillir, inclure et partager grâce à la littérature jeunesse et des nanorobots contre les tumeurs cancéreuses. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio-VM.